Bonsoir à toutes et à toutes, merci de votre présence. Je suis ravi de cette invitation. Merci beaucoup Cyril de ta fidélité, de ton énergie et de cette invitation qui me touche beaucoup. Je suis heureux de revenir, ça faisait quelques années déjà. Alors, le thème annoncé par Cyril est évidemment un peu hybride. Il y avait plusieurs solutions. Soit je faisais une conférence sur l'histoire des rapports entre les librettistes et les compositeurs, de la Camerata Fiorentina au début du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous, mon compositeur et moi compris, mais nous sommes au Cercle Wagner, alors j'aurais pu vous faire une conférence sur des choses que vous connaissez sans doute déjà, toutes les raisons théoriques et pratiques pour lesquelles Wagner s'est retrouvé dans cette situation quasi unique d'être à la fois le poète plutôt que le librettiste, en tout cas l'auteur du texte et de la musique de ses opéras. Et j'aurais pu vous faire simplement une intervention sur moi, en vous parlant de mon expérience. Donc ces trois possibilités n'étaient pas satisfaisantes. Donc voilà, ce sera un peu hybride. Je commencerai par Wagner. Je commencerai d'abord par vous rappeler de manière un peu informelle, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur l'expérience que j'ai eue avec un grand compositeur et sur la rédaction d'un livret. Donc de manière un peu informelle, vous dire qu'en gros, il y a trois pratiques principales, trois types de rapports entre le livret et le compositeur. Il y a d'abord, évidemment, l'association très étroite entre un poète et un musicien. Et en réalité, ça commence avec l'opéra. Au tout début du XVIIe siècle, quand on voyait l'équivalent des affiches ou les livrets, l'artiste le plus important, c'était le poète. Et dessous, on voyait musique de Monteverdi, musique de Cavalli. Donc, il s'agissait d'abord, et c'était bien normal, vu que les inventeurs de l'opéra, au fond, comme Wagner, voulaient retrouver de manière sublimée, de manière moderne, de manière humaniste, le miracle du théâtre grec de l'époque classique, eh bien, il était normal que le poète soit au centre. Peu à peu, alors, que le poète soit au centre et que la collaboration soit étroite, ça va parcourir toute l'histoire de l'opéra. Pensons à Mozart et Da Ponte, pensons à Strauss et Hofmannsthal. Donc là, ce sont des couples célèbres, donc ça parcourt XVIIe siècle, XVIIIe siècle, jusqu'au XXe siècle. Donc ça, c'est sans problème. Évidemment, et ça, Wagner le comprendra très bien, à partir du moment où l'opéra va s'affranchir du drame, du recital cantando, du drama per musica, qu'était censé être l'opéra à son origine, quand peu à peu, ce qui est devenu central, c'était le chant, le bel canto déjà, au sens baroque, avec des interprètes de plus en plus virtuoses, impressionnants, de plus en plus liés à un star system aussi, pensez au castrat à partir du XVIIIe siècle. Il est évident que le rapport s'est déséquilibré et on se trouve dans une autre situation où, par exemple, ça n'est pas systématique, où par exemple des livrets et des livrets de grands poètes vont circuler de compositeur à compositeur pendant des décennies. L'exemple type, c'est Metastasio, qui, du début du XVIIIe siècle jusqu'à Mozart, va resservir, prenons un exemple, la Clémence de Titus, la Clemenza di Tito, quand Mozart choisit ce livret, je crois qu'il y a 5 ou 6 compositeurs qui ont composé sur le même texte précédemment. Et puis, il y a quelque chose qui est beaucoup plus tardif, ce qu'on appelle en allemand le Literatur européen, l'opéra littéraire, c'est-à-dire un opéra qui, généralement, sur la décision du compositeur lui-même, vient directement d'une pièce de théâtre. Non pas une adaptation de Barbet-Séville adaptée de Beaumarchais, mais une pièce de théâtre qui va être mise en musique avec certaines contraintes de coupe
ou de réorganisation, parce que l'opéra, on en reparlera, a ses contraintes propres. Mais nous avons, alors un des premiers, c'est quand même Moussorgsky avec Boris Godunov, qui reprend Pouchkine, qui coupe, qui réaménage, mais qui le fait lui-même. Il y a évidemment Péléas et Mélisande, Debussy, hein, qui prend Metternich et qui coupe certaines choses. Strauss avec Oscar Wilde, Salomé, 1905. Et Elektra, puisque la première collaboration entre Hofmannsthal et Strauss va voir la pièce Elektra qui est jouée à Berlin en 1909, non, il la voit en 1905, et il demande à Hofmannsthal, est-ce que je peux prendre cette pièce pour en faire un opéra? Et suite à Elektra, la collaboration va commencer. Et là, effectivement, les deux artistes vont travailler comme un seul homme, hein, chacun dans son, essayant de s'approprier l'univers de l'autre. Alors évidemment, au milieu de tout ça, il y a ce cas un peu exceptionnel qu'est Wagner, qui, pour les raisons bien connues dont il s'explique dans ces textes théoriques des années 1850, qu'on appelle de l'exil zurichois, cette idée qui est liée à la fois à l'analyse qu'il fait de la situation de l'opéra et à son isolement personnel, l'idée qu'au fond, il est obligé de tout faire tout seul. Il dit, doit-on le croire, il dit que s'il trouvait un poète qui soit une âme sœur, bien sûr, il serait ravi d'écrire avec un librettiste. Mais en l'état, dans l'isolement de l'artiste visionnaire dans cette période de décadence, eh bien Wagner constate, décrit, exprime deux forces artistiques dont il parle, qui est la force dramatique et la force musicale, c'est-à-dire deux artistes en un seul, et bien sûr, étant lui-même le centre, la cristallisation des rapports entre musique et opéra, entre poème et musique, il va, à l'époque de l'exil suisse, il va théoriser abondamment les rapports, il est bien obligé de se poser la question, puisqu'il est seul à le faire, la question des rapports entre le drame et la musique. Et cette thèse d'opéra et drame, qui est à la fois fort connue, fort simple et fort compliquée, c'est-à-dire que pour Wagner, dans l'histoire de l'opéra, un renversement s'est produit, un véritable renversement des valeurs, c'est-à-dire que le drame, ou le poème, est devenu un moyen pour une fin qui est purement musicale. C'est-à-dire que le texte, le poème, est instrumentalisé pour faire valoir la musique. De même, le librettiste est instrumentalisé pour faire valoir le compositeur. Et il dit, ça, on marche sur la tête, c'est le contraire. Justement, avec cet idéal qui est le même idéal que les inventeurs de l'opéra, c'est du théâtre, c'est de la tragédie, c'est du drame. Simplement, il est sublimé, au fond, la parole, la profération est sublimée par la musique. Mais la musique est un moyen d'élever plus haut le drame. Alors, évidemment, il va développer longuement, en refaisant son histoire de l'opéra, développer longuement la manière dont l'opéra, au fond, dès le début, dit-il, dès le début, il y a méprise. Toute cette question, prima le parole, poi la musica, ensuite l'inverse, en réalité, Wagner dit, qu'est-ce qui se passe? L'opéra, il ne naît pas du drame, il ne naît pas du théâtre, il ne naît pas de son origine grecque. Il naît de l'ère de cour, de la cantate de cour. C'est-à-dire que dès le départ, nous sommes dans un genre musical de cour aristocratique où la musique ornementale elle-même est soutenue par un texte qui lui-même est ornemental. Donc ça, dès l'origine de l'opéra, quelque chose était pourri dans le royaume de l'opéra. Évidemment, sa critique de l'opéra de son époque, de l'opéra du 19e siècle, très acerbe, comme vous savez, aboutit
a un certain nombre de grands effets contre Meyerbeer. Meyerbeer, donc il dit une chose extrêmement intéressante, il dit Meyerbeer, au fond, produit un effet extraordinaire. D'abord, le succès l'atteste, et puis, on l'entend bien dans Rienzi, Wagner est sensible à Meyerbeer. Mais il dit quelque chose où il a au fond peut-être raison. Il dit Meyerbeer, c'est de l'effet sans cause. C'est-à-dire que c'est du pur effet. Il n'y a pas de causalité, il n'y a pas en réalité de motivation profonde, essentielle à la production d'un tel art. Dans un texte, donc Communication à mes amis, qu'il publie en 1851, qui doit être la préface de la publication des livrets du vaisseau fantôme de Tannhäuser et de Lohengrin, ça paraîtra en 1852, Communication à mes amis, il dit que si on remet les choses à leur place, c'est-à-dire que si le drame est la fin et que la musique est le moyen, il devient absurde de séparer deux fonctions, un librettiste et un compositeur. Donc il va commencer à justifier, d'un point de vue théorique, de manière assez forte, ce qui était un état de fait. Wagner était seul, et voulait, en tout cas, travailler seul. Et Wagner situe au moment du vaisseau fantôme la bascule, il nous faudra encore aller jusqu'à Lohengrin pour s'affranchir de l'opéra français, mais en tout cas entre Rienzi et le vaisseau fantôme, Wagner dit que c'est seulement avec le vaisseau fantôme qu'il fut dès lors d'abord poète, et ce n'est que dans la pleine exécution du poème que je redevenais musicien. C'est-à-dire que c'est comme musicien, c'est avec une essence de musicien qu'il s'est fait complètement poète. Donc peu à peu, on voit cette synthèse-là se faire, toujours dans des termes parfois obscurs chez Wagner. En tout cas, on sent bien que lui-même a toutes les peines du monde à vouloir séparer ces deux fonctions. Alors, je vous passe évidemment les moyens par lesquels Wagner va produire sa révolution, le retour au mythe, l'abandon du vers. Alors ça, c'est peut-être intéressant parce qu'on va y revenir, l'abandon du vers rimé de la métrique traditionnelle avec les sizains, les huitains et les alexandrins, avec ce retour donc, au fameux Stabreim, c'est-à-dire une rime médiévale germanique qui fonctionne par assonance et allitération, c'est-à-dire que en fait, la régularité que l'on retrouve est liée à des sons et non pas à des rythmes. Donc ça, ça va être important pour lui. Il va appeler ça la verse mélodie, la mélodie de vers, la mélodie qui est à la fois une mélodie et un vers, et dont il dit que dans la mélodie de vers se conjoignent le langage des mots et celui des sons, la pensée et la sensation. Avec cette idée très répandue à l'époque, un peu plate, mais très répandue, que les mots expriment des concepts et que les sons expriment des sensations. Évidemment, donc on poursuit, retour au mythe, utilisation de ce vers médiéval archaïque, le Stabreim, évidemment l'utilisation de l'orchestre, dans la mesure où avec les motifs, l'orchestre se fait narration et dit tout un tas de choses que le texte ne dit pas. L'explication de texte, on le voit bien avec les analystes wagnériens, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps à analyser les leitmotifs pour comprendre ce qu'il se dit de l'histoire ou de la symbolique que dans les vers eux-mêmes. Donc évidemment, là aussi, brouillage des catégories. Et au fond, la conclusion, c'est qu'il faudra renoncer au mot opéra, oper, et que, de manière générale, Wagner va désormais parler de drame. On reviendra sur la question du Musikdrama, du drame musical. Et on trouve en réalité d'autres termes. Pour moi, l'un des plus beaux termes pour Tristan et Isolde, Handlung, une action, qui est en réalité, donc l'action, qui est en réalité le calque
des premières catégories génériques baroques italiennes, l'azione. Donc ça, c'est quand même très beau de revenir. Et puis, évidemment, vous le savez, pour le ring, le Bühnenfestspiel, festival scénique. Hein. C'est pas grave. Bah oui. Non. Ah, pardon. Oui. Et pour Parsifal, le Bühnenweihfestspiel, festival scénique sacré, ou plutôt pour la consécration de la scène. Hein, au fond, très beau texte d'un philosophe pour lequel, par ailleurs, j'ai des réserves, Alain Badiou, qui travaille sur à propos de Parsifal, sur la manière dont Wagner veut concurrencer ou déplacer le rituel religieux dans un rituel qui soit purement esthétique et artistique. Encore un mot, hein, à grands traits, hein, puisque je vous l'ai dit, je vous fais une deuxième conférence après, donc il faut que chacune soit plus courte. Évidemment, ce qui va se passer, alors ça, moi j'ai abondamment travaillé là-dessus, comme philosophe, je vous en parlerai que très brièvement. Rencontre connue et décisive, la lecture en 1854 de Schopenhauer, Le monde comme volonté, comme représentation, où Wagner, complètement enthousiaste, trouve enfin un philosophe qui nous dit que la musique est l'expression la plus proche de l'essence du monde, de l'essence de l'être, de la chose en soi. Et donc, évidemment, une telle promotion métaphysique de la musique ne pouvait que flatter Wagner, l'enthousiasmer et le faire revenir à, au fond, ce qui était, me semble-t-il, sa nature profonde, c'est-à-dire je devenais complètement poète, et en me réalisant comme poète, je redevenais le musicien que j'étais, cette idée que la métaphysique va obliger à une nouvelle hiérarchie. Comprenant d'un point de vue métaphysique et moral, enfin, la rencontre de Schopenhauer est quand même un cataclysme, hein, dans la vie intellectuelle de Wagner, se rendre compte qu'il est bien, jusqu'au fond de son être, musicien, qu'il est bien le moyen d'expression comme artiste d'un art qui est sans doute le plus haut, le plus métaphysique, le plus proche de l'être en soi, ça l'oblige à revoir sa hiérarchie. C'est-à-dire que la musique va devenir, ce que, à mon avis, elle n'avait jamais cessé d'être, mais va devenir clairement le but, ce qu'il y a à atteindre, puisque forcément, elle exprime l'essence du monde. Donc, il va peu à peu, hein, on va le voir se déplacer au fur et à mesure des textes, en 1812 par exemple, avec le texte sur la qualification musique-drame, hein, où il va récuser le terme de musique-drame. Le drame musical, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le drama per musica, le drama in musica, c'est la même chose que ce qu'on a toujours fait. Il propose une définition désormais métaphysique des actes de la musique, des actes, des faits, des taten, hein, des hauts faits, j'allais dire, de la musique devenue visible. La hiérarchie s'inverse au point qu'en réalité, et ça Nietzsche le comprendra très bien, mais je me suis promis de ne pas vous en parler aujourd'hui, que la musique a quelque chose de l'énergie, comment dire, une espèce d'énergie cosmique qui, en s'exprimant, va créer des formes. Hein, c'est ce que Schopenhauer appellera le monde comme volonté, hein, celui de l'énergie, du désir, hein, du vouloir vivre, dira-t-il, peu importe, et le monde des formes qu'il appelle le monde comme représentation. Donc, au fond, excusez-moi, et c'est ce que Nietzsche reprendra dans la naissance de la tragédie, le dionysiaque. Hein, le dionysiaque est une énergie irrépressible qui, en s'exprimant, va s'exprimer dans des formes. L'apollinien, le drame. Hein. Donc la musique va prendre forme dans le drame. La hiérarchie a complètement changé. Et en 1879, dans deux petits textes, hein, sur la composition des poèmes et la composition, enfin le Dichten komponieren, l'écriture des poèmes et l'écriture de la musique, la boucle se referme puisque il va expliquer,
Wagner va expliquer que le vrai créateur, c'est celui chez qui le sujet dramatique va déjà naître comme musique. Ce qui nous fait comprendre a posteriori des actions, enfin des trames comme Tristan et Isolde, où il se passe très peu de choses. Où c'est pas vraiment une question d'action, hein, c'est une question, au fond, la nuit s'ouvre, et cet espace-là est un espace à la fois cosmique et musical qui va déterminer entièrement. Et au fond, Tristan et Isolde, c'est le livret le plus musical, si je puis dire, puisqu'évidemment, les autres opéras racontent des histoires et des histoires très complexes. Mais là, on a quelque chose de pur, où il se passe presque rien, hein, une question de désir, et de désir cosmique, comme on sait. Donc on sent bien que quelque chose s'est retourné, c'est-à-dire que le librettiste idéal, ce sera le librettiste qui, ayant sa première idée de sujet, écrivant son premier vers, sera déjà tout entier dans la musique. Donc la hiérarchie va se renverser, parce que Wagner a souvent des problèmes comme beaucoup d'autodidactes, il a des problèmes à accorder sa pratique et sa théorie, et il a bien raison de tordre sa théorie pour l'adapter à sa pratique, puisque c'est après tout sa pratique qui nous intéresse et qui est la plus géniale. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire à propos de Wagner, puisqu'il était entendu que je voulais vous parler de Wagner. Alors, pour que cette conférence ne s'intitule pas le livret d'opéra de Wagner à moi, je ferai comme les journalistes, sans transition, et je vous parlerai, après un petit verre d'eau, je vous parlerai de mon expérience qui est au fond, et c'est pour ça que c'est intéressant, pas parce que c'est mon expérience, qui est au fond une expérience très résolument, très consciemment, très volontairement ancrée dans la tradition. On a beau faire de la musique contemporaine, à partir du moment où on décide, hein, où on vous commande un opéra, il faut se poser la question, comme tout musicien se la pose. S'il décide de faire une symphonie, il ne fait pas l'économie de l'histoire de la symphonie. Il ne fait pas semblant de ne pas avoir sur ses épaules Beethoven, Mahler, Bruckner, que sais-je. Quand on fait un opéra, on ne fait pas l'économie d'avoir derrière soi, et c'est très angoissant parfois pour les compositeurs, d'avoir derrière soi Monteverdi, Mozart, Wagner, Strauss, Berg et les autres. Alors, avant de vous parler de Voyage d'automne, qui est l'opéra qui a été créé il y a 2 ans, en novembre 2024, donc c'est encore assez frais pour moi pour que je vous en parle, je voudrais vous dire quelques mots d'une expérience précédente. Je vous parlais de tradition. En 2014, donc il y a 12 ans, c'était mon premier livret d'opéra. Le compositeur Aurélien Dumont, un magnifique compositeur contemporain, a reçu une commande du théâtre de Vitry-sur-Seine et de la Péniche Opéra d'un opéra dont nous avons eu l'idée folle de nous dire « nous voulons faire un nouveau Wozzeck ». Alors évidemment, moi, je ne comptais pas me comparer à Büchner. Aurélien Dumont ne comptait pas se comparer à Berg, mais comme je vous dis, il n'avait pas le choix. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire d'arriver après le Wozzeck de Berg? Et là, on a posé la question au librettiste, c'est-à-dire à celui qui a une approche littéraire de la chose. Et j'ai dit 2 choses. J'ai dit d'abord, tu es un compositeur français, donc ton Wozzeck, appelons-le Wozzeck pour l'instant, ton Wozzeck, il sera en français. Et là, le germaniste traducteur, ce sera mon boulot, à moi, de faire en sorte que la source, la pièce de Büchner, devienne la matière pour un compositeur qui compose en français. La deuxième chose, c'est que le Wozzeck de Berg, en réalité, s'appuie sur une édition du Wojzeck de Büchner, qui date de 1878, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après le texte original, qui est de 37, je crois, et la publication de l'édition d'Emil Franzos, qui a mis en ordre les fragments de Büchner. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais Büchner est mort à
2 jours d'apporter son manuscrit chez son éditeur. Or, les manuscrits montrent qu'il avait un certain ordre en tête, des scènes, qu'elles n'étaient pas toutes encore tout à fait décidées, donc qu'il allait sans doute en parler encore avec l'éditeur. Et surtout, on s'est dit, puisqu'on va essayer de passer par-dessus Berg, hein, d'essayer de survivre à l'ombre du commandeur de Berg, ce que moi je vais faire comme librettiste, je vais remonter la chaîne, je vais remonter la genèse des manuscrits. Au lieu de partir d'un état final, supposé final, qu'aurait voulu Büchner, de repartir aux premières esquisses, où l'on voit que l'ordre des scènes est complètement éclaté, que les différents personnages ne sont pas du tout encore déterminés, hein, entre Marie et... j'oublie l'autre, les 2 personnages féminins, pardon, hein, ça c'est vieux, se mélangent encore. Il y a des paroles qui passent d'un personnage à un autre. Il y a énormément de choses qui ne sont pas décidées. Et je me suis dit, il faut faire un livret à partir de cette indétermination. Il ne faut pas mettre de l'ordre. Et évidemment, pour un compositeur contemporain, jouer sur le désordre, sur le chaos, sur quelque chose qui ne soit pas précisément, qui ne suive pas une dramaturgie en 3 actes bien propre avec des scènes et tout ça, que au fond le caractère fragmentaire, éclaté de cet opéra, de cette pièce folle, hein, Wojciech est un personnage fou, mais cette pièce est folle. Büchner est un dramaturge d'une géniale folie. Bon. Donc, on avait travaillé comme ça. Évidemment, on se situait dans l'une des traditions dont je vous parlais, c'est-à-dire l'adaptation en opéra d'une pièce, hein, pas n'importe quelle pièce, le Wojciech de Büchner. Des années plus tard, j'ai donc, dans le cadre de parallèlement à mes fonctions comme dramaturge de l'Opéra national du Capitole de Toulouse, j'ai été présenté par son directeur, Christophe Gristi, au compositeur Bruno Mantovani. Bruno Mantovani, dont je connaissais l'œuvre, dont j'admirais l'œuvre en particulier symphonique, et dont j'avais vu le précédent opéra en 2011 à Bastille, Armatova, qui était l'histoire de la poétesse soviétique et de l'emprisonnement de son fils. Je rencontre Bruno Mantovani et je vous assure, parce que c'était lui, parce que c'était moi, on parlait d'âme sœur, nous sommes à tous égards extrêmement différents, mais au bout de 2 heures de conversation, on avait l'impression de se connaître depuis 20 ans. Donc ça ne s'explique pas, on ne fait pas des conférences là-dessus. Je peux juste vous dire que quelque chose s'est passé et Dieu sait si nous étions et si nous sommes différents. Bruno Mantovani, moi j'étais très très curieux et assez au fond stressé de savoir ce qu'il avait envie de faire. Parce qu'un librettiste, il répond à une envie et que le sujet... Alors, si Bruno m'avait dit, on va faire l'opéra, mais je ne sais pas sur quoi, tu penses à quoi? J'aurais dit, j'ai peut-être telle et telle idée. Mais là, il m'a dit, je veux faire un opéra à partir d'un livre d'histoire que j'ai lu, Le Voyage d'automne, de François Dufay. Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un roman, c'est un livre d'histoire. Et c'est un livre d'histoire qui raconte, hein, Dufay était un des premiers historiens à travailler abondamment là-dessus, la visite organisée par le ministre de la propagande de Hitler, Goebbels, à l'automne 1941, la visite de l'Allemagne, à travers l'Allemagne, de 7 grands écrivains français. Nous n'avons retenu que 5, mais il y avait donc Jouandeau, Chardin, Brasillac, Drieux-La Rochelle, Bonnard, Fregnault, et j'en oublie un, Chardin, je l'ai dit, oui. Enfin voilà, ils sont 7. Il en manque un, je ne sais pas, enfin eux. Et donc, évidemment, vous imaginez le jeu de dupes, puisque ces écrivains, qui n'étaient pas extrêmement progressistes et certainement pas résistants, étaient au fond des collaborateurs un peu passifs. On a flatté leur orgueil, on les a reçus en Allemagne en leur disant qu'ils étaient les grands classiques français d'aujourd'hui, que les Allemands avaient leurs grands classiques aussi, et que, hein, bien sûr, le pays était occupé, mais enfin quand même d'un point de vue culturel, nous sommes plutôt 2 pays frères. On leur a dit des choses comme ça.
Donc ils sont arrivés, ils se sont pris vraiment pour les Goethe, les Racine et autres, grands auteurs. Donc ils ont pavané, on les a reçus comme des rois, et en réalité, comme le faisait toujours la propagande hitlérienne, on les a mis au pas. Une fois qu'on les a bien reçus, qu'on les a bien nourris, qu'on leur a bien donné à manger, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit texte sur texte en disant l'Allemagne est merveilleuse. Voilà. C'est comme ça que peu à peu, il y a eu ensuite, bien sûr, des voyages de peintres, de sculpteurs, des voyages d'acteurs, etc. C'était voilà. Les voyages des écrivains français avaient commencé bien avant la guerre. Celui de 41 est tout à fait étonnant. Et alors ça, c'est de l'histoire. Il est étonnant aussi d'un point de vue, alors là, une intrigue de boulevard, et on a joué là-dessus. C'est que Marcel Jouhandeau, qui, quoique marié, était connu pour aimer les garçons, et souvent les jeunes garçons, il s'en ouvrait assez librement dans ses textes autobiographiques, a eu un coup de foudre pour celui qui était chargé de l'édition, de la censure, en fait, de l'autorisation du papier à Paris, Gerhard Heller, qui parlait français, qui était un homme très lettré et qui avait ce qu'il appelait son armoire au poison, la Giftschrank, où il mettait et lisait avec passion tous les livres qu'il interdisait. Tous les livres auxquels il refusait le papier pour l'impression. Donc, c'était pas une censure violente. C'était, ah bah non, il n'y a pas de papier. Et donc, Jouhandeau, un texte en témoigne, qui s'appelle Le Voyage secret, tombe fou amoureux de ce Gerhard Heller, mais vraiment comme un adolescent. Il m'a regardé, il a mis la main sur son épaule. Aujourd'hui, il ne me parle pas, il fait la tête, je le déteste, non, je l'adore, etc. Vraiment, en fait, c'est assez pathétique. C'est assez pathétique. C'est assez pathétique, d'abord parce que c'est un homme d'un certain âge et que les émois d'adolescent, il y a un âge où c'est un peu pathétique, mais ce ne serait pas le plus grave, ce serait mignon, sauf que cet homme qui n'a au fond de Dieu que pour cet officier allemand et son propre ego, ne voit pas, ne comprend pas ce qu'il est en train de traverser, c'est-à-dire l'Allemagne nazie. Donc, on a voulu prendre cette intrigue amoureuse, rassurez-vous, au contraire, ne vous rassurez pas, ce n'est pas simplement une intrigue amoureuse à deux, mais à trois, puisque on comprend, d'après les textes de Heller et de Jouhandeau, que le Heller et le Jouhandeau ont succombé au charme d'un jeune officier qui s'appelait Baumann et qui avait composé tous les chants de Noël nazis alternatifs, en disant les Stille Nacht, tout ça c'est fini, on va faire des bons chants nazis. C'est important parce que tout ça c'est de la matière dont on s'est servi. Et donc il y aurait eu une soirée où ils auraient fini tous les trois sous des monceaux de cognac et de coussins. Voilà. Donc ça, c'est tout ça pour être du boulevard, ça n'en est pas vu le contexte. Donc, tout ça pour dire que Bruno me donne ça et me dit, bah voilà, allons-y. Donc, ça n'est pas une adaptation, il a même fallu m'en expliquer longuement aux héritiers de François Dufay, qui n'est plus de ce monde, mais son fils a dit, mais vous avez adapté le livre de mon père. J'ai dit, non, le livre de votre père est une source. Oui, mais j'ai dû envoyer le livret en disant, voilà, qu'est-ce que je reprends, donc ça, il y a aussi des malentendus de cet ordre. On n'adapte pas un livre d'histoire. Et évidemment, les principes étaient d'abord de définir évidemment une trame, bien sûr. Le principe était, vu qu'il s'agissait d'écrivains, de pratiquer le montage et le collage, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai repris beaucoup des textes de ces écrivains, des textes autobiographiques, notamment. Il y a une grande scène consacrée à Drieux-La Rochelle, enfin une scène et air, pourrait-on dire, qui n'est quasiment faite que d'extraits extrêmement retravaillés de son journal, avec
avec des sentences, j'allais dire, avec des phrases complètement hallucinantes, hein, à la fois visionnaires et terrifiantes, puisque Brieux-La Rochelle s'est posé la question en 42, 43, s'il restait nazi ou s'il devenait stalinien. Ah oui. Et il a dit c'est trop tard. C'est trop tard pour tourner ma veste, allons jusqu'au bout. Alors il était visionnaire parce qu'il savait bien que le Reich allait s'effondrer. Et il a dit je serai fasciste jusqu'au bout. Donc il y a des textes comme ça où quand on les lit, alors vous imaginez, moi j'ai passé 2 ans dans ces textes-là, entre les émois de Jouando et les torchons de Brasillac. Brasillac qui avant la guerre était un normalien propre sur lui qui écrivait très bien et qui est devenu une espèce d'épouvantable roquet. Ah, on en a fait un peu un roquet, on l'a mis une espèce de muselière qui était furieusement antisémite. Voilà, donc des personnages assez désagréables, donc qui m'ont incité à travailler sur le montage, tout en faisant attention. Il m'était absolument impossible de reporter littéralement un certain nombre de phrases d'un antisémitisme féroce. Je n'avais pas envie de les entendre sur scène, je n'avais pas envie que Bruno les mette en musique, Bruno n'avait pas envie de les mettre en musique. Donc on a travaillé vraiment sur l'allusion, hein, à mesure où ces gens étaient des gens d'esprit. Hein. Vous en aurez un petit exemple tout à l'heure. On pouvait dire des choses absolument odieuses sans tomber dans toute cette rhétorique absolument inaudible, hein, et certainement inchantable. Par ailleurs, et c'est là que se pose la question du rapport avec le musicien, ça c'est le plus important. Là je vous raconte un peu la cuisine, mais le plus important c'est que ce que je vous disais tout à l'heure à propos d'être conscient, de se demander en tout cas ce que ça veut dire de composer un opéra en 2024. On peut, beaucoup l'ont fait, on peut dire qu'on va déconstruire. On va déconstruire le genre de l'opéra. On va faire tout le contraire de ce qui est attendu. Hein, on va pas mettre d'actes, hein, on va pas mettre de scène, il ne va pas y avoir de duo, il ne va pas y avoir d'air, etc. On a fait le contraire. Pour les raisons qu'on vous dit, on ne va pas faire semblant de ne pas se poser la question de ce que ça veut dire de faire un opéra en 2024. Et pour reprendre un terme nietzschéen, nous avons été en réalité un peu inactuels. Et j'ai dit à Bruno, j'ai proposé, et ça moi c'est ma culture classique, j'allais dire ma culture d'opéra, je lui ai dit, mes modèles sont des modèles dont on ne devrait plus rien pouvoir faire aujourd'hui, mais mes modèles c'est Rossini, c'est Meyerbeer, c'est Verdi, c'est bien sûr Wagner, mais Wagner déjà on arrive dans autre chose. Mes modèles, c'est le bon vieil opéra du lyricophile, avec les airs et les cabalettes et les chœurs derrière. Moi j'adore ça, hein, j'adore les contrutes. Bon. Donc je lui ai dit, mais allons là-dedans. Allons là-dedans pourquoi? Parce que ces personnages, non seulement ont leur ridicule, un ridicule qui devient tout à fait cauchemardesque vu le contexte, mais aussi parce que c'est un opéra, parce que ces hommes-là, ces écrivains-là, ces producteurs de fiction n'ont pas vu ce qui leur arrivait, n'ont pas voulu voir ce qui leur arrivait. Et comme par ailleurs la propagande et la production d'une fantasmagorie à la place du vrai monde, hein, c'est vraiment les architectes qui construisaient des façades en bois quand la Grande Catherine passait dans les villages. Alors on a fait ça à tout le monde, c'est-à-dire qu'on reconstruit une espèce de théâtre d'ombre comme ça, pour ne pas effrayer et pour faire passer la pilule. Évidemment, peu à peu, ces choses-là se défont, hein, et l'opéra devait travailler aussi du passage d'une espèce de fantasmagorie, de jeu illusionniste de la propagande à peu quelque chose qui s'effondre. C'est-à-dire que nous avions besoin, d'un point de vue esthétique, mais surtout éthique, que ces personnages
ait une chance dans cet opéra de comprendre ce qui se passe. Et comme dans la réalité ils ne l'ont pas compris, nous avons décidé qu'ils décideraient de ne pas avoir compris. Et ça, c'est sous la forme d'un quintet, mais nous finirons là-dessus. La question du collage, du montage, elle s'est posée aussi d'un point de vue musical. Il y a, alors, autre tension, moi je suis un germaniste et un germanophile passionné. J'ai vécu 10 ans à Berlin, ce sont les plus belles années de ma vie. J'ai une passion pour ce pays et cette langue. Comme tout passionné de l'Allemagne, comme pour les Allemands, le passé allemand est une contradiction et une souffrance permanente. On essaie de comprendre. On n'y arrive pas, mais on essaie de vivre avec. Lorsque moi, germaniste, germanophile par ailleurs, je me trouve confronté à ça, avec cette idée que on va faire un opéra, c'est-à-dire un spectacle, quelque chose qui doit être beau, qui doit toucher, qui doit nous élever, hein, on ne fait pas un documentaire, comment on joue sur ce vertige entre produire de l'art et parler de l'abjection. Donc on a travaillé, on a travaillé aussi sur des signaux de la culture allemande, ceux qui étaient prêts à basculer et ceux qui ont pu être épargnés, je ne sais pas comment le dire. Des exemples. Je vous parlais de Baumann, du jeune officier, il y a aussi des chœurs. Nous avons repris 2 ou 3 chants nazis, des chants populaires aussi, ou des arrangements avec des paroles nazies de chants populaires du XIXe siècle. Donc Bruno Mantovani, avec son écriture très contemporaine, a repris des thèmes de chants populaires et de chants nazis qui produisent un effet, pour moi un effet un peu comparable à, je ne sais pas si vous avez vu les damnés de Visconti. Voilà, il y a un truc comme ça. Et Visconti, Dieu sait si c'est un esthète. Hein, donc moi c'était un de mes modèles, pas très actuel non plus, mais pour travailler sur ces choses-là, c'était extrêmement important. Il y a un moment où donc les Allemands reçoivent les Français, il y a donc des chants militaires, Allemagne, etc. Et il y a un moment de recueillement où j'ai pris, moi, un choral de Luther, Aus der Tiefe schrei ich zu dir, depuis le De Profundis, en réalité. Hein. Depuis les profondeurs, je crie vers toi. Et avec le thème musical du choral. Et c'est un... Je ne vous ferai pas écouter, parce que sinon il faut que je vous fasse écouter l'opéra entier, mais c'est un moment qui est, me semble-t-il, hein, c'est absolument vertigineux. Parce que l'histoire vacille. Hein, on ne sait plus exactement ce qui se dit, de quoi on parle. Si on parle d'une culture qui, depuis longtemps, portait les germes de sa catastrophe, si de toutes ces théories-là, hein, pour lesquelles il n'y a aucune réponse satisfaisante, en tout cas, nous les mettions du point de vue, nous les donnions du point de vue de la sensation, hein, et voir sur scène des nazis un tout petit peu stylisés, on ne voulait pas de croix gammée sur la scène, mais chanter un choral de Bach, et comme c'est arrivé évidemment des milliers de fois à l'époque, je pense que ce sont des expériences limites, hein, sur ce que veut dire une civilisation. Et surtout, nous avons, c'est intéressant parce que d'abord c'est un opéra où il n'y avait au départ que des personnages masculins et que des salauds. Et Bruno, alors dans le travail concret, moi ça je pourrais vous en parler des heures, mais j'aurais pas le temps. Un jour, je lui ai envoyé par mail une première scène. Et je lui ai dit, c'est un premier jet, c'est le début. Tu me dis la longueur des phrases, le rythme, etc. Le synopsis, on était d'accord là-dessus avant. Je lui envoie. Et pendant 48 heures, pas de réponse. Il n'a pas le temps, il n'est pas content. Je le rappelle. Et il me dit, Dorian, envoie la scène 2, j'ai commencé à composer la première. Mon vertige à moi, c'est que, alors tant mieux, j'étais flatté, Bruno n'a quasiment rien retouché, et il a pris
au départ mes premiers jets. En fait, un peu comme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on balançait une balle de livret, le compositeur composait. Moi, je me retrouvais dans la situation où Bruno, composant pour 7 chanteurs, un chœur et tout un orchestre, j'allais pas m'amuser à lui dire « Ah ben non, je vais changer des choses ». Donc je me suis retrouvé en permanence sur le premier jet. J'avais plus le choix, parce qu'il composait au fur et à mesure. Donc là, cette ligne étroite qui est une affaire de confiance, c'est-à-dire qu'il fallait que lui ait confiance que ce que je lui envoyais n'allait pas s'effondrer au milieu, et moi, confiance qu'il pouvait en faire quelque chose. Mais à un moment, et ça a été compliqué, et ça a été pour nous merveilleux, à un moment, il m'appelle, il me dit « J'en peux plus. Passer jour et nuit avec ces salauds, je n'en peux plus. Je n'en peux plus musicalement. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de respirer. » Et il me dit « J'ai besoin de respirer, il me faut une voix de femme. » On n'en a pas, à part dans les chœurs mixtes. Et voilà. Et il me dit « Tu sais mon amour pour le lead allemand, le lead avec orchestre, straussien, voilà. Je veux ça. » Je dis « Mais t'es rigolo, mais il n'y a pas de femme dans mon histoire. » Et là, ça a switché. C'est-à-dire que l'enfermement dans lequel nous étions, nous avions besoin, et là c'était un geste quasi wagnérien, d'un personnage de rédemption. Donc je me suis plongé dans je voulais de la poésie, puisqu'il allait me faire un lead avec orchestre, qu'il a merveilleusement composé, hein, en 3 parties, chaque fois une strophe, et puis 2, chaque fois des interludes, et puis en entier à la fin. Je voulais de la poésie du XXe siècle. On n'allait pas revenir au romantisme. Comment peut-on écrire de la poésie après Auschwitz? La question se posait, donc on n'allait pas faire semblant non plus. Et il me fallait une parole qui, elle, porte la mémoire. Alors que ces écrivains la niaient, enfin, s'aveuglaient. Et je suis tombé sur un poème absolument extraordinaire de Gertrud Kolmar, qui était une juive berlinoise qui est morte à Auschwitz et qui en 1938 écrit, pas encore enfermé, écrit un poème qui s'appelle Die Sinnende. On l'a traduit par la songeuse, hein, celle qui médite, celle qui pense, qui réfléchit. Et c'est un texte qui ressemble à un emblème baroque. C'est un texte sur la fragilité de la vie et sa toute-puissance, hein, lorsque je serai morte, etc. Et cette idée que la toute petite flamme qu'est l'âme humaine, même si elle vacille, elle tient et sert de sentinelle à l'humanité. Donc il y avait quelque chose qui ressemblait à du Walter Benjamin, qui était d'ailleurs un cousin de Kolmar, qui ressemblait au poème baroque sur la vanité de l'existence, sur le poème religieux. On avait tout. Et donc ce personnage qui était hors histoire, hein, passait comme ça avec sa robe blanche, vous verrez une photo, et chantait ce poème extraordinaire. Alors, comme je suis malgré tout trop long, on va rentrer dans le dur, j'allais dire. On va rentrer dans la pratique un peu rapidement. Là, il faut voilà. Ça. Mais lui, si. Alors, je voudrais, voilà, ça c'est notre songeuse, c'est mon fond d'écran pour l'occasion. Alors, je voudrais vous montrer quelques photos rapidement. Hein. Ça, le diaporama, c'est oui. C'est l'autre. Ah oui, c'est l'autre. C'est ça, non? Non, attends. Oui, je sais ce que j'ai fait. Voilà, c'est bon. Non. Oui, non, c'était bon tout à l'heure. Vas-y, montre-lui parce que là, ça va passer. Voilà, si, ça y est, voilà. Bon, alors ça, c'est juste, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pour vous donner la distribution, parce qu'on avait quand même des... Comment? Ça a été donné. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Non, bon. Jouant 2, c'était Pierre-Yves Pruvot. Là, c'était Stéphane Gens, pour ceux qui connaissent. Hein. Ramon Fernandez, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ramon Fernandez, Emiliano González Toro, Jacques Chardon, Vincent Le Texier, qui était
Pierre Drieux-La Rochelle, Yann Beuron, Brasillac, Jean-Christophe Lagnès, Wolfgang Goepst, personnage de fiction, qui est une espèce de mélange entre Goebbels et Jost, hein, qui a reçu des écrivains. Je ne voulais pas non plus mettre Goebbels sur la scène, chose que je ne voulais pas, donc c'est un personnage fictif. Hans Baumann, Enguerrand de Lys, magnifique, et la songeuse Gabrielle Philipponet, dirigée par Pascal Roffet, avec donc mise en scène Marie Lambert-Le Bihan. Alors je vous montre juste quelques photos de mise en scène. Ça, vous allez retrouver cette scène très vite. Donc, vous avez ici Chardonne, un plus vrai que nature, Ramon Fernandez, Baumann, le jeune Baumann, Heller, qui a conduit le voyage, et Jouando, qui est le personnage principal, beaucoup plus touchant que dans la vraie vie d'ailleurs. C'est un vrai personnage d'opéra, hein, avec ses monologues, ses solos, la haine de soi, etc. C'est lui qui crie, il écrit tout le temps, tout le temps. Voilà, donc là, des personnages grotesques aussi, hein, ça c'est Ramon Fernandez, alcoolique, dragueur, qui s'habille en aviateur dans le train, enfin, voilà. C'est juste pour vous ayez une idée. Alors ça c'est le début de la scène où ils vont finir, on ne le voit pas sur scène, mais c'est leur soirée fine à trois, hein, puisqu'ils vont le saouler et lui sauter dessus. En gros, mais c'est très beau, hein. Voilà, scène terrible où donc grande cérémonie, et c'est parce qu'en fait c'est un voyage pour les écrivains européens. On a voir que mes 5 français, en plus j'en ai pris 5 à 7, ça sortait pas sinon, on prétend qu'il y a une journée qui est consacrée à la France. Donc on leur met un drapeau français, et arrive Brasillac en retard, vous voyez pas, mais il y a une espèce de muselière comme ça, et donc c'est vraiment là que ça va basculer, où tout le monde qui était un peu propre sur soi, tout le monde va commencer à se lâcher et à dire les pires horreurs. Drieux-La Rochelle, qui est vraiment, je vous le disais, le visionnaire de l'opéra, et qui termine l'opéra vraiment sur l'expression de la haine de soi, au fond. Drieux-La Rochelle le dit, en gros, hein, je suis devenu collabo parce que je me déteste. Voilà. Et voilà, donc cette scène où Goepst, donc le Goebbels fictif, s'en va après son acte, je vais vous le faire écouter parce qu'on va l'analyser un peu en tirant le drapeau français, avec des lumières comme dans un stade. Et la songeuse, qui était sur des échasses. On veut dire que la chanteuse, elle a pratiqué jour et nuit pour pouvoir chanter sur des échasses. Voilà. Ça, je trouvais ça très bien. Et là aussi. Alors, je voudrais, est-ce que vous arrivez? Moi, c'est petit. Oh là là, bon, de toute façon, on ne va pas tout faire en détail. Je vous parlais de la convention. Je vais vous montrer le texte que j'ai fait, et ensuite, je vous ferai écouter l'air. Et quand il devient trop tard, vous m'arrêtez au milieu, parce que je ne saurais pas finir. Donc, on a l'arrivée du potentat, hein, du tyran oriental, hein, d'une certaine manière, qui est ce Goepst, ce Goebbels, si vous voulez, dont Bruno souhaitait qu'il fût un contre-ténor. Justement, une voix un peu métallique, un peu asexuée, et liée à ces tyrans d'opéra baroque. Hein, on imagine les tyrans orientaux dans les opéras de Handel, par exemple, hein, Tamerlane, des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, à Bruno, je lui ai dit, puisqu'on a un vrai personnage d'opéra, un vrai méchant d'opéra, moi je veux ce qu'on appelle, dans l'opéra du XIXe siècle, une solita forma, la forme dite habituelle. Récitatif accompagné, cantabile, cabalette, avec cœur. Tout Rossini, tout Donizetti, tout Bellini et tout le jeune Verdi travaillent là-dessus. Donc vraiment, on vous parlait d'inactuel, c'était inactuel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un récitatif, je lui ai écrit de quoi faire un récitatif. Donc je ne vous lis pas tout, puisque je vais vous montrer l'extrait et que c'est sous-titré, vous pourrez voir le texte. Donc, évidemment, introduction, la situation, c'est le récitatif. Changement brutal d'atmosphère comme une séance d'hypnose ou de magie noire, la propagande, hein, c'est vraiment le serpent du livre de la jungle. Et là, des vers. Donc, cantabile, j'avais écrit cantabile donc une partie lente, et là,
des vers, des alexandrins plats qui riment. C'est-à-dire revenir volontairement, expressément à tout ce qu'il ne faut surtout plus faire. Et ça depuis au moins Wagner. Laissez-vous fasciner par notre profondeur, que notre pureté soit versée dans vos cœurs, retournez au pays et chantez nos louanges, de notre volonté devenez les archanges. J'ai fait du Meilhac et Halévy, pardon, ils étaient meilleurs que moi. C'est l'effet que ça produit d'avoir tous les signes conventionnels sur une musique qui, elle, ne l'est pas, vous l'entendrez, et sur un sujet qui ne l'est pas non plus, hein, on jouait, on travaillait vraiment sur cette fantasmagorie. Et évidemment, le chœur, comme hypnotisé, qui reprend les mêmes vers à la première personne. Retournez, retournons. Vraiment, je vous jure que je l'ai fait exprès. Hein. Et puis, évidemment, deuxième strophe. Et puis, l'atmosphère suspendue surnaturelle est rompue par une musique martiale. Papa, la cabalette. Célébrez la gloire de l'esprit forgé dans l'acier. Rondissez l'arme de papier, vous les écrivains, qui remportera la victoire. Avec donc des vers, vraiment, je m'en excuse, qui commencent par célébrer la gloire et qui se terminent par victoire. De l'opéra traditionnel, plein 19e. Comme on l'aime. Et on voulait jouer là-dessus. Alors je vous fais tout de suite, je vous montre tout de suite, si vous voulez bien, je crois que je dois fermer pour que ça marche. Oui. Cette scène. Récitatif. Fin du récitatif, cadence absolument traditionnelle. Cantabile.
tempo est long, je vais couper. Voilà. Commençons de là. Ah voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ce passage qui est pas très riant. Le sujet Pour vous montrer comment on a essayé justement d'articuler trois choses. Les formes conventionnelles qui sont repérables, une écriture contemporaine et pour avoir beaucoup entendu la musique, parce que pas du premier coup, hein, la musique contemporaine, on entend de plus en plus de choses. Bon, en assistant aux répétitions, j'ai entendu peu à peu combien l'écriture orchestrale de Bruno était vraiment extrêmement magnifiquement réalisée, et au fond l'indicible d'un sujet. C'est-à-dire comment on fait pour parler de ça. Est-ce que j'ai 10 minutes encore? Super. Alors, je voudrais passer à l'autre pratique et l'autre chose qui a été à la fois compliqué et passionnant. Je vous parlais tout à l'heure, je vous remets un texte, je vous parlais tout à l'heure d'un quintet, c'est-à-dire du... Normalement ça va arriver. Voilà. Texte. Voilà le suivant. Je vais vous aider à lire, hein, parce que c'est effectivement un peu petit. Pour notre dramaturgie, il fallait évidemment qu'il y ait un climax, et quelque chose qui fasse que ces écrivains qui sont au fond enfermés dans une espèce de, je vous le disais, hein, de théâtre illusionniste, de fantasmagorie comme ça, à un moment qu'il y ait une brèche et qu'ils voient exactement où ils sont et ce qui se passe. Et pour pouvoir, au fond, puisqu'il s'agit malgré tout de cela, pour pouvoir se faire une idée éthique de ce que ça voulait dire pour eux, hein, contre la rengaine, nous ne savions pas, nous avons décidé, il y a des preuves d'historiens, mais nous avons décidé d'un point de vue dramaturgique, nous avons décidé qu'ils savaient, et qu'ils ont décidé de ne pas voir. Ce moment, nous avons voulu le porter à la scène, ce qui était compliqué, sous la forme d'un quintet, nos 5 écrivains. Donc, dans l'opéra, nous allons de ville en ville, Weimar, Heidelberg, etc., et puis on finit par arriver à Berlin. Donc, il y a une scène de jour et une scène de nuit chaque fois, dans le train, et une scène dans les villes. Et puis, avant d'arriver à Berlin, pendant la scène de nuit, tout d'un coup, le train s'arrête subitement, avec des bruits, etc. Ils sont réveillés. Ils vont se retrouver dans le wagon commun, le wagon salon. Ils ne sont pas très très bien réveillés, ils se demandent ce qui se passe. Ils vont voir par la fenêtre, en réalité, une exécution sommaire. Je ne le décris pas précisément, mais une exécution sommaire de 200 prisonniers juifs à qui on va tirer une balle dans la tête en pleine campagne, sous les projecteurs, devant le train arrêté. La fiction, hein. Il y a un moment où j'ai besoin de ça, peu importe que ce soit vraisemblable ou pas, enfin, les exécutions bien sûr vraisemblables, mais qu'eux y assistent depuis leur train. À un moment, on arrête tout et ils assistent à ça. Et on va écrire musicalement et dans le texte, on va écrire le processus psychique qui fait qu'ils vont voir sans comprendre, puis qu'ils vont voir en comprenant, et que finalement ils vont décider qu'ils n'ont rien vu. Et ça, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait en vers libre, je ne l'ai pas fait en vers, mais je l'ai fait en une espèce d'équivalent modeste du Stabreim, pour saturer d'allitération et d'assonance quelque chose qui est en train de je sais pas, de fermenter, quelque chose, une espèce de cette idée que tout d'un coup le ciel entier était absorbé par la terre. Et la terre, la terreur, le trou,
le froid, l'effroi, toutes ces choses-là, en fait, sont venues quasi naturellement. Hein, il y a un jeu qui est à la fois un peu esthétisant, un peu artificiel. Donc, je vous ferai écouter le quintet, ces 3 strophes. Je vous lis juste les répliques qui viennent avant. Aussi pour vous parler de la manière dont j'aborde poétiquement, hein, je ne suis pas un poète, mais poétiquement des choses abjectes. Chardonne regarde par la fenêtre, arrêté en pleine campagne, des officiers, des chiens, des projecteurs. Les autres le rejoignent aux fenêtres, jouant d'eau lentement. Des étoiles jaunes, livides firmament. Donc là, je joue entre les étoiles jaunes et le ciel de la nuit. Brieux, impassibles, des prisonniers en rang dans leur dos des soldats. Donc là, je suis obligé d'écrire, parce qu'on ne voit rien sur scène. Hein. Brasillac, évidemment, l'horrible de service, ironisant. La vermine se cueille de nuit. Fernandez, grave, il ne cueille pas, il plante. Voyez cette fosse. Chardonne, est-ce bien ce que je pense? Jouons d'eau, messieurs, ne devrions pas voir ceci. Commence le quintet que je vais vous faire entendre, et là, je vous le lis puisque c'est écrit petit. Une vision a troué la nuit a troué la terre. Plus de ciel, rien que de la terre, des étoiles tombées dedans. Le trou de la terre vient d'aspirer le ciel et se remplit de nuit. Mes yeux, qu'avez-vous donc vu? Première strophe. Une légion a troué des têtes rassasiées de terreur. Rouge, leur terreur a roulé dans la terre trouée. C'est pas du Stabrheim, ça. Une vision vient d'aspirer ma tête et la remplit de rien. Mes yeux, avez-vous vraiment vu? La froideur de ce rien remplace l'effroi de la nuit. Leur vie fut moins que rien. Leur mort est un mirage. Au mirage d'un rien, nul courage n'est tenu. Définition de la collaboration. Mes yeux, vous n'avez rien vu. Alors ça, tout seul, on se dit, qu'est-ce que je suis allé foutre dans cette galère? Parce que c'est pas un texte que j'aime, à vrai dire. Mais c'est là, pour le coup, c'est le texte de ma propre douleur. Voilà. C'est sorti comme ça, et comme je suis pas un poète, hein, moi je viens de l'écriture d'essai, je viens pas de l'écriture poétique, c'est comme ça que c'est sorti. Ce qui m'a sauvé, nous a sauvés, c'est, me semble-t-il, l'écriture de Bruno pour ce quintet. Je vous fais écouter ça et je conclurai là-dessus. La nuit a trouvé la terre. Plus de ciel, rien que de la terre. Des étoiles
Une légion rassasiée de terreur. Rouge, leur terreur a roulé dans la terre trouée. Une vision vient d'aspirer ma tête et la remplit de rien. Mes yeux avivent vraiment la froideur de ce rien remplace l'effroi de la nuit. L'amphi, du moins que rien, leur mort est un mirage. Au mirage n'a rien, ni courage n'est tenu. Mes yeux, vous n'avez rien vu. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, merci pour déjà nous avoir présenté Wagner, bien évidemment, mais aussi toute ton expérience de librettiste, parce que c'est rare, on a rarement l'occasion de rencontrer Métastase à Hofmannsthal. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Alors, attendez, chacun, vas-y. Oui, parce que j'ai rencontré Dorian en arrivant, donc moi je me suis déplacée à Toulouse, j'ai donc vu et entendu cet opéra. Là, ça m'éclaire d'un certain nombre de points, et surtout la songeuse, parce que dans le livre que j'ai lu dans le train avant d'y aller, elle n'existe pas. Donc là, il y a un ajout de, je dirais, de bienveillance, hein, mais c'est même un peu fort. Mais comment avez-vous travaillé aussi, si vous avez travaillé avec la metteur en scène? La mise en scène était fabuleuse. Parce que cette espèce de tube-là ajoute à l'enfermement et augmente l'impression d'enfermement. On n'en sort pas indemne, ce joli. Ouais, ouais. Non. Tant mieux, tant mieux. Alors, comment a-t-on travaillé avec la metteuse en scène, Marie Lambert-Le Bihan? Oui, c'est ça, Marie. En réalité, si on suit le processus de création d'un opéra, ça se passe comme ça s'est toujours passé, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le synopsis, puis le livret, Oui. puis la composition, puis la réalisation du matériel d'orchestre, la réduction de piano. On envoie aux chanteurs qui travaillent pendant 6 mois, parce qu'il fallait travailler, et puis il y a les musicales, et puis la metteuse en scène reçoit d'abord le livret, puis la musique, etc. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit la même chose avec Bruno. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Marie. Toutefois, si on avait été mort, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'un metteur en scène ou une metteuse en scène puisse travailler, ce n'est pas toujours le cas, comme sur un opéra de répertoire. Pour 2 raisons. D'abord parce que je ne suis pas metteur en scène, Bruno non plus. Donc il faut se méfier de ce qu'on chercherait à imposer ou de ce qu'on aurait eu dans la tête. Ensuite, parce que Bruno a un imaginaire musical et que j'ai un imaginaire littéraire et qu'en fait, les images que je me faisais étaient d'une platitude sans fin, parce que ça ne m'intéressait pas. En revanche, quand Marie a reçu le texte, puis plus tard la musique, mais d'abord le texte, elle a beaucoup travaillé sur le texte, et puis comme toute bonne metteuse en scène, elle a lu 25 livres d'histoire. Quand on s'est vu ou quand elle m'a appelé, qu'elle a commencé à me dire ce qu'elle avait lu dans ce livret, alors,
bu ma modestie en souffrir, mais comprenez comment je le dis. D'abord, c'est un cliché de dire qu'elle y a trouvé des choses auxquelles je n'avais pas pensé moi-même, mais elle a été la première lectrice qui m'a fait dire, ok, ce texte, apparemment, il tient. C'est-à-dire que un texte n'est rien sans une première lecture intelligente. Et elle est d'une redoutable intelligence. Et donc elle m'a révélé que dramaturgiquement ça marchait et qu'on allait y arriver. Voilà. Et elle a dit la même chose, puissance 10, à Bruno, puisqu'en réalité, c'est ça qui est merveilleux, c'est que le vrai dramaturge, c'est le compositeur, le rythme, la temporalité, l'espace sonore, et donc le temps et l'espace de 2 heures d'opéra, c'est lui qui les fait. C'est lui qui les fait. Donc, nous, on s'est retrouvés, alors évidemment, il y a des étapes qui sont extrêmement émouvantes, c'est-à-dire que Bruno et moi, quand on a entendu d'abord les premières répétitions, et puis les premières scènes orchestre, et puis la générale, et puis la première, et puis la quatrième, on a découvert notre bébé, en fait. Donc c'est complètement cliché de dire c'est plus à nous, ça nous échappe. En fait, c'est vrai, pourquoi? Parce que le sens fonctionne comme ça. Les lumières, les interprètes, le chef d'orchestre, les musiques, tout le monde a été interprète, c'est ça, au sens interprète d'interprétation des signes. C'est-à-dire pas seulement d'exécuter, pas seulement d'exécuter, mais de nous faire comprendre en fait ce que nous avions fait. Voilà. Donc elle a été une passeuse, et puis elle a été, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a dans le meilleur sens du terme, elle a une pudeur. Elle ne voulait pas de trash, comme on dit. Et donc, le sujet était déjà sûr. Exactement. Le sujet se suffisait à lui-même, à la fois d'un point de vue historique et politique, mais même toutes les allusions homo-érotiques et tout ça. Bon, on aurait pu avoir une mise en scène où on se retrouve avec les 3 chanteurs à poil l'un sur l'autre. Ou alors plein de... alors, c'est intéressant parce qu'on parlait de La Passagère de Valbert qui a eu lieu la saison dernière. Ça, ce serait un monde en soi. Mais juste une chose, je me souviens de Marie, pour la mise en scène du Voyage d'automne, qui a dit « Je ne veux pas de croix gammée sur scène ». Donc les brassards sont rouges, il n'y a rien. Ça a soulagé tout le monde. En fait. La Passagère. Il y avait en plus un Autrichien qui est mis en scène, c'était son droit, il y avait des croix gammées sur tous les brassards. L'effet est terrible. Il y avait d'autres effets de médiatisation qui fait que l'histoire était écrite par des soviétiques, que c'était bon. Mais une petite chose. Il y avait un duo d'officiers nazis. Donc les pauvres, en plus ils sont adorables et tout gentils. Le ténor et la basse, mignons comme tout et tout ça, et qui étaient tous les soirs en costume SS avec la croix gammée. Et le premier soir, ils sont venus saluer, tout le monde vient saluer, venu saluer en costume. Il y avait la croix gammée. Moi, j'étais extrêmement mal à l'aise. Et beaucoup de gens nous ont dit, moi pardon, je ne peux pas applaudir une croix gammée. Et ils avaient raison. Donc nos costumières ont prévu, entre la fin et les saluts, de recouvrir le brassard noir. Et le soulagement de ces garçons, qui venaient saluer, qui venaient prendre leurs applaudissements, et qui arrivaient en SS, c'était insupportable. Voilà. Bref, sur la question de comment on gère ce metteur en scène de La Passagère, il est allé droit. Il a mis des miradors, des croix gammées et des juifs sur qui on tape. Voilà. Marie a refusé des choses comme ça. Et voilà, moi donc j'avais noté qu'ils voyaient ça par la fenêtre. Ils sont face publique, là les 5. Et le reste, vraiment, c'est nuit et brouillard au sens strict. Il s'agit de notre mémoire, pas de représentation en réalité.
Moi, je voulais savoir si le nouveau Wozzeck, ça a abouti, ça a été représenté ou c'est resté... Ah oui, ça a été représenté D'accord. en 2014. Ça n'a Ok. pas été repris, alors ça D'accord. c'est rare malheureusement que C'est ce un soit projet qui repris a ou abouti, racheté. donc, voilà. Oui, oui, absolument. Ok. Il y a une captation et tout ça, oui, en 2014 à Vitry-sur-Seine. Oui, j'ai deux petites choses, si vous permettez, monsieur. Vous avez dit que Wagner, étant seul en Suisse, a écrit lui-même le livret. Mais moi, j'ai vu qu'avant, il avait écrit avec des librettistes et il n'en était pas content. Et donc, il s'est dit, je ne veux plus ça, je le fais. C'est ça que j'appelle être seul. Oui, parce Donc que quand c'est je dis ça. seul, je parle seul d'un point de vue civilisationnel, c'est-à-dire Wagner arrive à Paris, il se rend compte de l'état, de l'opéra, lui-même n'a pas de succès, il faut voir que son analyse sociologique et civilisationnelle du monde de l'opéra est liée à la violence de son expérience. Donc je ne dis pas que, puisqu'en plus il n'a pas composé de musique en exil, hein, il a composé ses textes, donc je ne dis pas que parce qu'il était exilé, enfermé tout seul, il écrivait les deux. Je parle d'isolement de la figure de l'artiste. C'est-à-dire que Wagner à Paris s'est retrouvé, comme on sait, très seul, très incompris, dans un monde qui était un monde qui fonctionnait, un monde commercial, entièrement commercial. Voilà. La deuxième chose, est-ce que Wagner était metteur en scène? Donc il avait trois rôles. Il était Pas que je le sache. librettiste, il était... Non. Il ne Enfin, peut pas mettre en scène, que je sache. À Bayreuth, en 1876, il travaille quand même. Hein, mais bon, c'est pas un réel metteur en scène, c'est plus un chef d'orchestre. C'est lui qui disait ce qu'il fallait faire. Oui, un petit peu à Bayreuth, bien évidemment, parce que c'était son théâtre, c'était son œuvre. Mais il confiait quand même à des gens, de même que la direction, d'ailleurs, au fond, ça, il ne oui, faisait pas tout à lui-même. fait, Hein. la direction également. Moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, Wagner, il est un peu aussi comme Berlioz, un incompris, et que finalement, tous les deux ont composé eux-mêmes leur livret, parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient vraiment se comprendre. Bon, on sait aussi que les autres compositeurs d'opéra n'étaient pas toujours satisfaits des livrets qu'on leur donnait. Hein. Voilà, ils faisaient avec, parfois ils modifiaient. Hein. Verdi modifiait souvent les livrets. Oui. Oui, il paraît qu'en pratique, Wagner a commencé par écrire l'histoire en prose. Oui. Oui. Ensuite, il a écrit le livret Oui. et ensuite la musique. Oui. Donc la musique ne venait pas d'abord. Non, jamais. Jamais, jamais. Et donc, comment vous réconciliez ça avec son idée que c'est la musique qui détermine le texte? Donc la musique, la question qui se pose, c'est de savoir entre le drame et la musique, Oui. quelle est la fin et quel est le moyen. Est-ce qu'on écrit une pièce de théâtre pour mettre en valeur une musique qu'on écoute en elle-même, ou est-ce que la musique doit nous aider à mettre en valeur le drame qui est le but? Donc la question, c'est la fin et les moyens. En revanche, d'un point de vue technique, on a toujours besoin du texte. Et quand on avait des compositeurs, dont Rossini, dont Verdi, qui avaient besoin, qui étaient très très rapides, très pressés, et qui savaient exactement ce qu'ils voulaient, Verdi envoyait, c'est un nom, j'ai oublié, il envoyait des vers absolument stupides, mais sur la cuisinière a perdu son chat, mais avec la versification. Et il disait à Boito, voilà, tu me fais la musique, moi j'ai besoin de cette musique-là, tu me fais les vers. Voilà. Donc il envoyait, Strauss faisait la même chose. Donc il disait, moi je ne suis pas poète, par contre je sais le rythme et la longueur que je veux. Strauss et Hofmannsthal, ils négociaient la longueur des phrases, mais pendant des heures entières. Oui, mais c'était de la Et de la même manière musique qu'Hofmannsthal française. négociait la longueur. Par exemple, pour La femme sans ombre, les interludes, il lui dit, mais Richard, enfin non, cher professeur Strauss, je vous en prie, rajoutez-moi 35 secondes de plus. Je ne peux pas faire le changement de décor. Donc ça, ce sont des choses très pragmatiques. En revanche, il n'arrive jamais qu'on écrive d'abord la musique, puis le texte dessous. Ça ne marche pas. Et puis un compositeur n'écrit pas un concerto pour violon, il écrit quand même là-dessus. Et on voit ensuite
tous les problèmes avec Tannhäuser notamment, mais tous les compositeurs d'opéra ont ce problème-là. Quand on arrive à devoir faire l'inverse, à mettre du texte sur la musique, c'est-à-dire quand on change de langue. Quand on joue le Barbier de Séville ou Tannhäuser, tout d'un coup en français. On a fait ça pendant un siècle et demi. Donc là, le texte qui doit rentrer de bon gré mal gré sous la musique, ça arrive. Et ça, c'est toujours raté. Ah oui. Toujours. Ouais. Ça ne marche pas. Voilà. Oui. Est-ce que pendant le voyage d'automne, ils ont participé à des fêtes style Autoabels, etc. Le vrai, pardon. En vrai. Si les chanteurs avaient fait des fêtes pendant. Autoabels, c'était en France. Oui, je sais. Voilà, oui. Mais des fêtes, oui, bien sûr. À l'hôtel Elephant, je ne sais plus quoi, à Munich, ils avaient des fêtes tout le temps. D'ailleurs, on a des fêtes dans l'opéra aussi. Bien sûr. Ils en parlent, non? Parce que moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai pas vu de livre. Oui, bien sûr. Oui, il y a des réceptions, comme tous les voyages où on accueille des gens avec des spectacles, des restaurants, des cocktails, des discours, des visites historiques. Oui, bien sûr. Et beaucoup d'alcool, ça joue en do le dit. C'est pour ça que j'ai saoulé mes personnages à un moment. Autre chose? Autre question? Il ne faut pas oublier aussi que Wagner, c'était d'abord un dramaturge. Il voulait être auteur de pièces de théâtre. Et donc, c'est un peu normal que c'était quelque chose qui était important au début pour lui, avant qu'il ait ce retournement en disant Schopenhauer, mais en se disant que finalement la musique peut avoir aussi une importance, mais à l'origine, il voulait être un grand tragédien, comme Shakespeare. Oui, absolument. J'allais citer le nom de Shakespeare parce que là, on voit que l'irrégularité fondamentale de Shakespeare, c'est-à-dire son génie absolu, a été, comme Beethoven dans la musique, un modèle absolu pour les progrès et la révolution wagnérienne. C'est-à-dire que, et ça, les romantiques allemands, dès le début du XIXe siècle, l'avaient senti. Schiller, le premier, qui était fasciné par Shakespeare. On a là avec Shakespeare et la tragédie et Beethoven et la symphonie, on a là des gens qui dynamitent complètement les règles et qui évidemment donnent un potentiel à ceux qui les imitent. Mais au fond, et il le dira plus tard d'ailleurs, Wagner, ce qui le fascine chez Shakespeare, c'est aussi la musicalité. D'autres choses? Non? Ben, écoute, on te remercie encore. Oui,